Coucou YouTube, on se retrouve pour les fameuses sorties grand format de novembre. Cette fois, vous les aurez un peu plus rapidement que les sorties poche, qui ont un petit peu tardé, je m'en excuse. Mais bon, donc voilà, comme d'hab, avec les copines qui vont commenter, j'espère. Et voilà, et bon, bah toujours le même petit disclaimer. Mais c'est mes goûts. J'ai essayé d'être un peu éclectique, pas forcément mis tout ce que vous attendiez. Là en plus on est en période de Noël, donc j'ai mis, il y a un peu de réédition, de trucs comme ça, même si d'habitude je mets pas, sachez que je ne mets normalement ni tome 2, 3, 4 machin, ni réédition, sauf quand ça n'a pas été édité depuis très très longtemps. Parce que je considère que le livre n'étant plus édité, il est difficilement trouvable, donc je le mets. Mais là, il y a des exceptions. Et du coup, bah écoutez, je vous propose d'attaquer tout de suite avec le diapo qui va pas tarder à apparaître, voilà. Bon voilà, c'est un petit peu éclectique. Hein. C'est un petit peu éclectique. Ça va, ça passe. Bon, novembre, il y a quand même quelques thrillers. Après, c'est le Black November. Alors, ça aurait été dommage de ne pas en mettre, hein, j'ai envie de dire. Et voilà, par contre, adieu la romance, hein, sorry, mais... il y en a un, peut-être. Il y en a un qui est un peu romance, mais c'est moins romance que autre thématique, donc ça va. Mais ouais, adieu la romance, parce que là, on va être plus dans le dark, hein, pour ce mois de novembre, je vous le dis. C'est pas trop cucu les petits oiseaux, à part quelques exceptions. Voilà. Ouais, oui Steph, je sais, j'ai pensé à toi quand j'ai vu le tome 11 des enquêtes. Et d'ailleurs au passage, des enquêtes d'Anna Swensen, pardon. Et d'ailleurs au passage, je suis en train d'écouter le tome 10 parce que je me dis que si le tome 11 il sort en audio pour décembre, comme il parle de Noël, apparemment, je sais plus le titre, mais c'est Noël, c'est un truc de Noël. Je me dis, ah comme ça je me ferai le tome 11. Parce que moi je les écoute en audio, donc j'attends qu'ils sortent. Mais ah, tu m'étonnes. Mais du coup, voilà, comme ça sera parfait. Et là, je suis en train d'écouter le 10. Et voilà, je me ferai le 11 en décembre s'il est sorti. J'espère qu'il sera sorti d'ici là en audio quand même. Donc oui, non, voilà, typiquement, je ne mets pas de tome 11. Même si c'est des trucs que j'attends avec impatience, je les mets pas par principe. Par principe. Coucou Adeline. Trop en retard dans cette série. Bah moi, tu vois, je pensais que j'étais loin, mais en fait non, je suis à jour en fait. Enfin, je suis quasiment à jour là du coup. Je m'étais dit, putain, quand j'ai vu le tome 11 Noël, j'étais là, ah merde, j'en ai encore au moins 2 ou 3 à lire avant d'arriver au 11. Et en fait, j'ai regardé et j'étais, ah ben non, j'en ai lu 9 déjà. Oh ben non, j'en ai plus qu'un à lire. Bah allons-y, alors c'est parti. Hein. Je l'ai commencé hier soir parce que j'ai fini Northanger Abbey. Et voilà, du coup, j'ai commencé ça. Ça me change de l'époque victorienne de l'Angleterre et tout ça, hein, parce qu'en audio, là, le mois d'octobre, j'ai fait Léo du Hurlevent, La Petite Boutique au Poison et Northanger Abbey, quoi. J'étais vraiment dans le... Bon, là, ça me sort un petit peu de ça, hein, parce que là, on n'est pas du tout dans le même délire. Mais bon. Bref, bon, revenons à nos moutons, à nos sorties. Voilà, donc un peu de graphique, évidemment. Et donc, j'attaque justement avec un graphique pour la première sortie, puisqu'il s'agit de Hana de Lee Dong-un et Jong Yi-young, qui est donc une... Alors, c'est pas vraiment considéré comme un manga, hein, ils ont, comme un manhwa, pardon. Ils ont classé ça en roman graphique. J'ai mis BD parce qu'il n'y a pas la place d'écrire roman graphique, hein, mais voilà, vous m'avez comprise. Mais j'ai mis BD, j'ai pas mis manhwa parce que apparemment, c'est pas vraiment les codes du manhwa, même si c'est coréen, donc let's go. Donc dans cette histoire, donc ça sort, pardon, j'ai oublié de dire l'éditeur, ça sortira aux éditions Ça et Là, et ça sortira le 5 novembre. C'est la seule sortie, après on passe au 6, et là on va avoir une flopée de 6 et 7 novembre, je vous le dis, c'est vraiment les grosses dates là de novembre des sorties, c'est les 6 et 7 novembre. Donc dans cette histoire, on va suivre So Kyung-woo,
qui est un jeune prof de maths qui vient d'être nommé dans un collège de province. Il vit un petit peu mal cette mutation parce que lui vient de Séoul, la capitale, hein. Et donc voilà, il atterrit dans une petite ville, un petit village, je sais pas, bref, dans un trou paumé. Et sa fiancée, elle est restée à Séoul. Donc autant dire qu'il n'est pas très ravi de ça. Donc il va prendre un appartement sur place et au moment de signer le bail, il rencontre la femme du propriétaire qui s'appelle Hana, donc, qui vit dans l'immeuble où il va aménager. Et en fait, ils vont se rendre compte qu'ils étaient au lycée ensemble et ils vont être rapidement attirés l'un vers l'autre. Sympa, alors qu'on rappelle que l'une est mariée et l'autre est fiancée, hein. Mais bon. Le problème, c'est que le mari d'Anna, qui est aussi prof dans le... Oui, tout le monde se connaît, hein, j'adore. Qui est prof aussi dans le même collège que Kyung-woo, est un homme jaloux et colérique qui maltraite sa femme. Et elle va réussir à le quitter. Le problème, c'est que... Oui, ça fait beaucoup de problèmes. C'est qu'il va la retrouver et la ramener chez eux. Donc on est vraiment sur un peu la thématique, encore une fois, de la femme battue, hein. Et cette nuit-là, Kyung-woo va entendre du bruit, il va monter dans l'appartement du couple et il va le trouver vide avec des traces de sang au sol. Et en fait, c'est le mari qui va être retrouvé dans sa voiture, dans le coma, blessé à la tête. Donc Anna va être arrêtée, jugée et condamnée pour tentative de meurtre. Oui, je sais, le synopsis est long, hein, je peux rien. Et à sa sortie de prison, on dirait que ça nous raconte toute l'histoire, mais bon, j'espère que ça ne nous raconte pas toute l'histoire, ce serait con. À sa sortie de prison, elle va recroiser le chemin de Kyung-woo et ils vont relancer leur relation, sauf que entre-temps, Kyung-woo vient de se marier. Bon voilà, ça fait beaucoup de choses à digérer tout ça. On nous dit que c'est un drame psychologique au teint de polar dans la Corée d'aujourd'hui. Le dessin élégant de Jong Gi-young se part d'une palette de couleurs douces et nuancées à l'image des émotions qui traversent les protagonistes de ce beau récit dramatique. Voilà, bah écoutez, ouais, il y a un côté un peu, je sais pas, Macbeth, il y a un côté shakespearien un peu, hein, dans cette histoire-là. On va... Ouais, enfin, j'ai dit on va voir ça. Non, je sais pas si je vais l'acheter, hein, 26 balles quand même, hein. Mais en tout cas, voilà, je trouvais ça intéressant, donc je vous l'ai mis. Si ça vous intéresse. Après, 26 balles pour 400 pages en BD, c'est pas cher. Clairement. 400 pages, c'est énorme pour une BD. Donc, c'est pas cher. Après, je sais pas quelle taille. Si, remarque, c'est marqué 21 cm. Ouais, ça fait 21 cm. Ça doit faire la taille d'un livre grand format, en fait, hein, je pense. Donc, ouais, ça va quand même. Pour une BD, c'est pas cher. Voilà pour celui-ci. On reste dans le graphique et on passe au 6 novembre avec la sortie de... Est-ce que je vais arriver à voir? Voilà. Asaki Yumemichi, le dit du Genji, de Waki Yamato. C'est un manga. On dirait la fin de Truman Show, la couverture. Ah oui, pour Anna, oui, c'est vrai. T'as raison. C'est vrai, j'y ai pas pensé. C'est un manga qui est adapté du livre Le dit du Genji, donc le livre du même nom de l'autrice Murasaki Shikibu, qui est un livre qui date en fait de l'époque féodale japonaise en fait, hein. C'est un extrêmement vieux livre. Et du coup, voilà, le manga est adapté, enfin le livre a été adapté en manga, là, voilà, je vais y arriver. Merde, j'ai oublié, pardon, de modifier, c'est pas Hauteville. Pourquoi j'ai mis Hauteville? Ah, parce que j'ai... oui, parce que j'ai changé... j'avais mis autre chose à la place, pardon, qui était Hauteville. Mais c'est pas Hauteville, vous vous doutez que c'est pas Hauteville, c'est Panini, pardon. Il y aura toujours, hein, à chaque fois, il y a toujours un slide où il y a une coquille, hein, voilà, c'est question d'habitude, hein, voilà, vous le savez, avec moi. Le reste est bon par contre, hein, c'est bien 408 pages, c'est bien 19,99 €, voilà, c'est juste que c'est chez Panini. Oui, je vous dis, j'ai changé plusieurs fois de trucs. En plus, celui-là, je l'ai changé parce que par ordre alphabétique aussi, j'avais mis d'abord le dit du Genji et après j'ai mis Asaki Yumemichi.
Voilà, la coquille, c'est le rituel, exactement. Bisous, Michel. Bonne soirée, bonne nuit. Putain, il va déjà falloir que je me mouche. Allez, ça commence. Alors là, en plus, comme il pleut, laissez tomber la neige. Ah là là. Donc, que raconte l'histoire? Alors, sachez aussi qu'il y aura 7 tomes. Voilà, série terminée en 7 tomes, ça va. Sachant que le dit du Genji, il me semble que c'est un gros pavé. Hein. Donc, ça raconte la vie du prince Hikaru Genji à la cour impériale du Japon pendant l'ère Heian. C'est un prince dont la beauté ne laisse personne indifférent, enfin en tout cas toutes les femmes qu'il veut séduire. Il multiplie les conquêtes, mais il va tomber éperdument amoureux de la mauvaise femme puisqu'il s'agit de sa belle-mère. C'est ballot quand même hein, pour un mec qui enchaîne les conquêtes d'aller tomber amoureux de sa belle-mère qui s'appelle Fujitsubo. Et ça va être réciproque puisque donc ils vont transgresser l'interdit et le problème c'est que le karma va s'emparer du prince, ce qui va souffrir tout au long de sa vie, on nous dit, voilà, donc j'en sais pas plus. Et on nous dit, voilà, que le dit du Genji est une œuvre majeure de la littérature japonaise du XIe siècle, c'est vous dire si c'est vieux quoi, que l'on attribue, voilà, on est pas sûr de l'authenticité de l'autrice, mais enfin de si c'est bien elle qui l'a écrit ou pas, quoi, que l'on attribue donc à Murasaki Shikibu. Elle est considérée comme le premier roman psychologique et représente un témoignage précieux sur la culture, la politique et les mœurs de la période Heian, marquée par de nombreuses mutations et par l'importance de la cour impériale. Donc voilà, on nous dit, alors en plus on nous raconte un peu l'histoire de l'autrice. Jeune veuve, l'autrice devient dame de compagnie à la cour. Son existence au sein de l'élite impériale va lui inspirer cette œuvre magistrale dans laquelle évoluent près de 300 personnages sur plus de 1500 pages. Voilà, je vous avais dit que c'était un méga pavas de la muerte. Mais en plus, moi j'ai l'intention de le lire celui-là, mais ça va être compliqué, hein, parce que comme c'est quand même... c'est un gros classique de la littérature japonaise, donc... À travers le destin politique et les intrigues amoureuses du prince Genji, Shikibu nous offre un trésor historique réfléchissant sur la condition féminine et les comportements humains de l'époque. Le dit du Genji continue d'inspirer de nombreux artistes comme Waki Yamato, donc c'est l'autrice de ce manga, dont l'adaptation en manga a été publiée entre 1979 et 1993. Voilà, donc en fait c'était... ça n'avait pas encore été publié en France, mais c'est un manga qui a donc plus de 30 ans, qui a 35 ans. Voilà, dans le magazine Mimi des éditions Kodansha. Elle a connu un succès phénoménal avec plus de 18 millions d'exemplaires vendus au Japon. Cette œuvre s'inscrit dans la riche carrière d'une autrice connue jusqu'ici en France pour l'adaptation en animé de Marc et Marie. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. Aikara-san Gatoru. Je ne connais pas du tout. Marc et Marie. Putain, alors pourtant, moi j'ai une grosse connaissance en vieux animés là, mais alors celui-là... ça me dit absolument rien. Mais voilà, en tout cas... alors, est-ce que je joue la facilité et je vais sur le manga, ou est-ce que je me lance, pas maintenant, hein, mais dans les 1500 pages? Attends non plus, Aline, ça me rassure. Hein. Voilà. Mais en vrai, ça a l'air trop intéressant. Ça a l'air grave intéressant. Un premier roman psychologique et tout. Enfin bon, bref. Donc voilà en tout cas pour celui-ci. Ensuite, on passe à une petite BD choupinounette parce que bon, c'est Noël, je me suis dit. En plus, j'avais décidé que novembre c'était le mois des chats hein, parce qu'on avait déjà des trucs sur les chats dans les sorties poches et on a d'autres trucs sur les chats dans les sorties grand format. Et comme c'est Noël, je me suis dit petite BD jeunesse. Let's go. Donc en plus c'est un one shot. Les aventures de Pépère le chat de Ronan Badel. Bon voilà, ça a l'air trop mimes. En fait, on va suivre... Là, je vais pas rester aussi longtemps que celui d'avant. On va suivre le chat de gouttière qui s'appelle donc Pépère. C'est marrant parce que moi c'est mon grand-père que j'appelais Pépère. Donc... Et Pépère, il a longtemps habité dans la rue, mais un jour, le hasard et le mauvais temps vont le conduire chez Pierre, Marion et leurs 2 enfants, Louise et Victor.
Et donc Pepper va découvrir les joies de la vie de famille. Ça a l'air tout mignon. Voilà. Avouez que c'est parfait pour Noël, ça. Voilà, ou pour faire un petit cadeau, si vous avez des enfants. Voilà, donc ça sort aux éditions Père Castor. En plus, j'adore le nom des éditions. Je ne vous ferai pas l'affront de chanter le générique, mais voilà, Père Castor, raconte-nous une histoire. Quel merveilleux nom d'édition. Et donc, ça sortira le 6 novembre. Voilà. Toujours le 6 novembre et toujours les chats. Alors moi j'aime bien parce qu'on a 2 chats mais de styles totalement différents là. Alors là, rien à voir sinon les chats. Il s'agit de Chat Noir de Véronique Riva qui sortira chez Hugo Thriller. Ça tombe bien parce qu'on a mis Hugo on a mis Hugo en valeur dans Des gommes tapales de décembre. Putain, je trouve plus mes mots. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Vraiment, j'ai trop de mal, quoi. Mais voilà, on a décidé, la maison d'édition, ce serait Hugo pour décembre. Parce qu'Hugo, on a dit que c'était un peu cucu. Décembre, c'était parfait. Même si à la base, c'était cucu féfesse, moi, j'ai décidé que c'était cucu gnangnan. Et cucu féfesse et cucu gnangnan. Voilà. Bon là je sais pas si c'est cucu gnangnan ou cucu féfesse, hein, mais c'est un thriller, donc voilà déjà. Alors par contre voilà, c'est marqué effectivement qu'il a remporté le concours Faits divers de Fixia. Sauf que j'ai pas trouvé si ça voulait dire que c'était tiré de faits réels ou pas. J'ai pas trouvé. Donc je pars du principe que c'est un roman. Je pars du principe que c'est un roman, on verra. Donc on est en 2005, le soir du 21 novembre, et le substitut du procureur de la République de Paris va disparaître sur le trajet du palais de justice de Paris à son domicile à Palaiseau. Son mari, Axel Dancourt, qui est gendarme, donc la substitut c'est Kay. Son mari, qui est gendarme au sein du PSIG de Palaiseau, est rongé par l'inquiétude. Il va donner l'alerte. Et la patrouille de gendarmerie va retrouver la voiture de la magistrate sur la bande d'arrêt d'urgence de la nationale 118, portière ouverte, mais sans sa conductrice à son bord. Et donc forcément, la thèse de l'enlèvement est aussitôt envisagée. Le parquet de Paris est alerté. Et le procureur de la République va déployer les grands moyens pour lancer les recherches. Axel, donc le mari, va participer à la battue. Et il va remarquer sur son chemin une des chaussures que portait sa femme le matin de sa disparition. Et bon, je pense qu'il va aussi retrouver le pauvre chat de la famille, visiblement, parce qu'il nous dit qu'il découvre une terrible scène en suivant Ninja, le chat de la famille. Ou alors, j'espère qu'il le... Non, il le suit. Donc il va trouver autre chose que le chat. C'était pas clair. J'ai eu peur. Bah non, chat noir. Le chat a un rôle à jouer dans cette histoire. Il ne peut pas mourir dès le début. Voilà. Et justement, il se trouve que Axel est lui-même baptisé le chat noir du PSIG par ses collègues à cause des situations originales et rocambolesques qu'il attire en patrouille. Donc chat noir, sous-entendu, il porte la poisse, quoi. Et donc oui, voilà, c'est ça. Il va en fait accompagné de Ninja, donc le chat, participer activement à l'enquête pour éclaircir le mystère de la disparition de sa femme. Voilà, ça a l'air... J'aime bien, moi, l'idée qu'il y a le chat qui parle. C'est mieux parce que c'est pas du tout un Cozy Mystery, hein, mais il y a quand même un chat. Bah, c'est comme le dernier Pier Giorgio Puglisi aussi. Hein. Il y a un chat aussi, mais c'est pas un Cozy Mystery. Ninja. Cucu Gnangnan et Cucu Féfé sont sur un bateau. Ah, purée. Bon, bref. Donc voilà, en tout cas, pour celui-ci. Bon, moi, j'aime bien l'idée du chat. Après, les thrillers français, j'avoue, surtout chez Hugo Thriller, je le sens mal. Je suis pas... Voilà, surtout quand on est vraiment dans la police française et tout. Je suis pas très fan de ça. Hein. Mais bon, je sais pas. En tout cas, voilà, j'aime bien la couve, par contre.
Le titre qui est écrit un peu en flou comme ça, j'aime bien. Après le bandeau c'est chiant mais bon. Je sais pas si c'est un bandeau ou si c'est un bandeau qui fait partie de la couverture quoi. Je ne sais pas. Bref, voilà en tout cas pour celui-ci. Si vous aimez les thrillers français et les chats. On reste le 11 novembre et on retourne sur du graphique. Ouais, j'ai dit le 11 novembre, non le 6 novembre, pardon. On reste le 6 novembre et on retourne sur du graphique. Il y a pas mal de graphiques au début du mois. Avec la sortie de Delusion, tome 1 de Hong Jaka. Je pense que ça se prononce comme ça. Oui, moi aussi, Adeline, je préfère les chats que les thrillers français, clairement. Putain, quelle magnifique couverture. Donc, c'est un manhwa, cette fois, qui sort donc chez Albin Michel dans leur collection Coda. Je savais même pas qu'ils avaient une collection de manhwa Albin Michel. Voilà, je découvre. La couverture est sublime. Moi c'est typiquement le genre de truc que j'ai envie d'acheter rien que pour la couverture. C'est un truc de fou. Et donc, on est dans un truc horrifique. En plus, Adeline, c'est pour nous. Hein. Donc, en fait, on est dans les années... Alors, d'ailleurs, j'ai été spoilée. Sachez, n'allez pas sur Babelio. Et cette fois, c'est pas dans les commentaires. Hein, c'est vraiment dans le synopsis sur Babelio. Ça spoil. J'ai été spoilée, j'étais un peu deg. Franchement, c'était un peu deg parce que je trouvais que le synopsis était très mystérieux, très intéressant et voilà, j'étais un peu dégoûtée d'être spoilée. En plus, j'ai pas compris parce que en fait, le synopsis officiel, donc celui qui est sur le site d'Albin Michel et sur les sites de manga, là, Notijon, tout ça, il dit que ça se passe dans les années 40. Or, sur Babelio, c'est marqué en 1935. On va rester sur le synopsis officiel, puisque l'autre il spoil, de toute façon. Un manhwa, c'est un manga coréen, pardon. C'est vrai que, comme je l'avais déjà précisé avant, mais je devrais le repréciser à chaque fois, c'est un manga, mais coréen. Le manga, c'est japonais, les manhwas, c'est coréen. Et t'as les manhwas, mais écrits différemment, qui sont chinois aussi. Donc, dans cette histoire, on est donc dans les années 40, peut-être, à Gyeongsong. Gyeongsong, qui est l'ancien nom de Séoul. C'était à l'époque où la Corée était occupée par les Japonais. Voilà, colonisation, tout ça. Et on va suivre un peintre, alors je ne sais pas son nom par contre, un peintre de renom qui va recevoir une étrange commande. On lui propose de peindre le portrait d'une femme de 70 ans. Donc il va arriver chez sa cliente. Le problème c'est que quand il arrive, il va découvrir une femme qui a l'air d'avoir la vingtaine. Et en fait, la demande de la jeune femme, c'est de la peindre, elle. En fait, elle aimerait qu'il la peigne en imaginant à quoi elle ressemblerait à 70 ans. Donc en gros, peignez-moi à l'âge de 70 ans, comme vous m'imaginez. Voilà. Et donc, chelou. Et en plus, il se rend compte que il va découvrir dans la maison de la jeune femme qu'il y a d'autres portraits qui ont été peints par d'autres artistes en fait qu'il connaît, hein, des artistes qu'il connaît, qui ont fait un peu le même genre de toile, de elle à 70 ans, quoi. Voilà. Mais le problème, c'est que en fait, il voit que ça date de ces artistes-là, ils sont pas tous contemporains, en fait, ça date de diverses époques. Et donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Et surtout, il va trouver un message qui a été laissé par un ancien peintre, donc par un de ces artistes, qui lui dit, qui dit ne termine jamais le portrait. Voilà. Et donc c'est une série en 3 tomes. Voilà, sachez-le, ça a l'air trop bien. Même si j'ai été spoilée, bon. Je suis un peu déçue du spoil d'ailleurs, mais ça a l'air bien quand même. Bon, c'est sûr, ça fait un peu penser au portrait de Dorian Gray ou au celui de Graham Masterton, là. Je sais plus le titre. Qui est inspiré aussi du portrait de Dorian Gray, d'ailleurs. Voilà, ça fait un peu penser à ça aussi. Donc, ouais, c'est que 3 tomes, donc ça, c'est cool. Celui-là, franchement, il y a des chances que je l'achète. Hein. Parce qu'il est trop beau. Pour ça. Parce qu'il est trop beau, déjà. Voilà. Ouais, le portrait du mal. Merci, Adeline, c'est ça. Qui était vachement bien, d'ailleurs, hein, le portrait du mal de Graham Masterton.
Mais du coup, ouais, ça fait un peu penser à tout ça. Je pense que il y aura un peu de ce délire-là, même si c'est pas tout à fait pareil. Bon, bref. Voilà, en tout cas, pour celui-ci. On reste le 6 novembre. Cette fois, on est bien chez Hauteville. Pas comme tout à l'heure. Sortira Dernier Nouvel An de Martin Osterdahl, qui est un auteur suédois. C'est rare, ça fait bizarre d'ailleurs dans cette collection d'avoir des auteurs hommes. Voilà, on a l'habitude d'avoir des autrices. Mais en plus, bah voilà, c'était bien, bien d'actualité pour Noël, le Nouvel An, tout ça, voilà, à lire en décembre. Et donc, dans cette histoire, on va suivre Ebba et Marlon, qui sont fous amoureux. Ce sont des adolescents, ils ont 17 ans. Et bien qu'ils aient 17 ans, ils vont... Quoique non. Si, oui, c'est ça, ils ont bien 17 ans. Hein. Parce qu'ils disent comme... Oui, c'est ça, c'est bien des ados. Non, mais parce que ça aurait pu être une métaphore, mais non. Ils décident que leurs parents doivent se rencontrer. Et donc, pour ça, en fait, ils vont faire un repas du Nouvel An, voilà, tous ensemble, avec leurs deux familles. Le problème, c'est que au moment du repas, les deux adolescents vont découvrir que les adultes se connaissent déjà. Et ben voilà, évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Toute la vérité va être dévoilée petit à petit à la mode de les fameux huis clos que j'aime bien, où il y a des révélations, tout ça. Encore une fois, voilà, un peu comme celui-ci, tout à fait mon genre de délire. Bon, là, on sera plus dans du... Celui-là, à mon avis, on va plus être dans du vraiment contemporain, psychologique. Voilà, celui-là, là, c'est plus un thriller domestique. Mais bon, moi, j'aime trop les huis clos. Et en plus, les huis clos pendant des repas, ça, c'est mon kiff, ça. C'est tout à fait mon kiff. Donc voilà, clairement. Après, bon, Hauteville, je vais pas l'acheter neuf comme ça, mais ça peut m'intéresser. Ou alors en e-book, quoi. Voilà. Mais ça peut m'intéresser, en tout cas. Voilà pour celui-ci. Alors oui, en plus, il y a le fameux... Il y a la fameuse petite phrase, un thriller scandinave remarquable avec un twist à couper le souffle. Oh putain. Et quand on nous dit ça, il y a intérêt à ce que le twist il soit à la hauteur du truc quand même. Hein. Je veux pas dire, mais bon. Ça c'est le risque. Hein. Ça, c'est le risque. En plus, c'est vrai que quand tu sais qu'il va y avoir un twist, essaye d'imaginer tout ce que ça peut être. Et bon, c'est pas forcément la bonne idée. Mais bon, voilà. Voilà, un suspense viscéral sur la noirceur humaine. Oh purée. Ça promet. Voilà. Ouais, je me doute que je suis pas la seule qui tente là. Ensuite, toujours le 6 novembre donc, et donc encore un graphique avec Radio Storm de Lee Sun-hui et So-kyung. Tome 1, alors par contre je ne sais pas combien de tomes il va y avoir, parce que c'est un manhwa donc qui est sorti avec plusieurs chapitres et tout ça. Je sais déjà qu'il y a 2 tomes de prévus, mais est-ce qu'il va y avoir que 2 tomes? Je suis pas sûre. Et donc ça ressortira chez K-Books. Et donc on est dans un monde qui est ravagé par une épidémie qui a rendu les gens extrêmement agressifs. Bon, ça fait un peu apocalypse zombie, hein. Mais c'est pas forcément tout à fait ça. Et on va suivre Sak qui doit fuir son école parce que son école est destinée aux possesseurs de noyaux. Ce sont des êtres dotés d'une capacité spéciale. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et on nous dit qu'il doit trouver son appelant. C'est un partenaire capable de décupler ses pouvoirs. Et donc voilà, j'en sais pas plus. Franchement, je sais pas. Mais je l'ai mis, je sais pas. Des fois, le fait de pas savoir grand chose, ça m'intrigue. Donc voilà, en plus, c'est horrifique. Moi, tous les trucs horrifiques. Tout ce qui est manga et manhwa horrifique, j'achète.
direct. Donc voilà. Ensuite, on est toujours le 6 novembre. Alors là, par contre, je me méfie grandement. Hop. Pardon, excusez-moi, j'ai un souci de chat qui ne défile pas. Ça va se remettre, je pense. Voilà, c'est bon. Donc, le 6 novembre sortira Le Rivage des femmes de Pamela Sargent. Et pourquoi je me méfie? Alors, sachez que, donc ça sortira aux éditions de Nemos, sachez que c'est une réédition d'un livre qui est paru en France, en tout cas, en 1998. Donc ça a quand même 25 ans. Et le truc, c'est que, bon, c'est vendu comme un truc féministe. Je suis pas certaine. Je vous dis, je vais vous dire donc de quoi ça parle. Donc on est donc on est dans un monde dystopique où en fait les femmes ont le pouvoir. Voilà, vous savez déjà, rien que de dire ça, vous savez déjà pourquoi je me méfie. Des femmes ont le pouvoir, voilà, parce que suite à des millénaires d'oppression, des agressions sexistes, des viols, et en plus il y a une catastrophe nucléaire, et les femmes donc ont décidé de créer leur propre cité et de mettre un peu les hommes au banc. Voilà, donc des hommes sont exilés, si je comprends bien. Hein. Voilà. Ils vont, soit ils sont exilés, soit ils sont un peu asservis, quoi. Donc il y a des interdits religieux, on nous dit, je sais pas, il y a visiblement une religion quand même. Hein. Super, comme si c'était le propre des femmes, pas du tout, mais bon. Pour les maintenir dans l'ignorance et la servitude, bon, ok. Et donc, on va suivre Birana qui a été expulsée de la ville, on ne sait pas pourquoi. Et elle va parvenir à survivre parce qu'elle va être aidée d'un homme qui s'appelle Arvil. Et elle va lui apporter des réponses aux interrogations qu'il a. Et finalement, ils vont lutter un petit peu contre cette prise de pouvoir des femmes. Voilà. Je ne sais pas en quoi c'est féministe, il faudra m'expliquer, mais ok. Et donc voilà, en gros, leur but c'est un peu de renverser tout ça. Alors, voilà, on nous dit écrit par une féministe. Bon. Ce roman est un véritable bijou d'intelligence, de tolérance et de réflexion vraie sur les rapports entre hommes et femmes, qui s'oppose, alors attention à la phrase qui tue, qui s'oppose aussi bien au machisme satisfait qu'aux thèses des féministes intégristes. Autant vous dire que j'ai levé les yeux au ciel tellement fort que je pense que j'ai vu mon cerveau. Bon, je l'ai mis parce que je crois que là je l'avais vu déjà passer sur Instagram en mode ouais, trop bien le nouveau truc féministe et tout. Cela dit, j'ai déjà vu des critiques. Hein. Alors pas sur le livre hein, parce qu'il n'est pas sorti, mais en tout cas sur cette présentation un peu bizarre et voilà. Après, je pense qu'il y en a qui ont déjà dû le lire puisque c'est un livre qui a été réédité, mais bon. En tout cas, je crois que les féministes sont pas si enthousiastes que ça. Donc voilà, je ne sais pas. Mais je le sens mal. Hein. Je le sens mal, je sens que c'est un truc comme le pouvoir. Vous savez, le pouvoir où les femmes, elles manipulent l'électricité. De toute façon, hein, typiquement, à chaque fois qu'il y a un livre qui dénonce les femmes au pouvoir, bah c'est anti-féministe, c'est pas féministe pour dire hey, regardez, les femmes au pouvoir, elles sont encore pires que les hommes. Bon, voilà. Donc, je sais pas. Mais voilà, hein, ça pue un peu du cucu, hein, on va pas se mentir. Moi, je me lancerai pas dans les 560 pages pour ne pas être sûre. Voilà, j'attendrai déjà les critiques hein, pour voir, mais bon. Ça sent, en fait peut-être que pour 98 c'était féministe, mais ça sent bien, ça sent le gros féminisme universaliste, bien mainstream là, qui pue du tout d'actualité maintenant quoi. Pourquoi ils ont ressorti ça, les éditions de Nemos là? Je sais pas. Je sais pas, à part pour dire, ben voilà, à part pour donner leur propre vision du féminisme, ce qu'ils aimeraient bien que ce soit, mais bon.
Mais voilà. Oui, après, voilà, mais je sais pas, rien que de voir, voilà, qui s'oppose aussi bien au machisme satisfait qu'aux thèses des féministes intégristes. Alors, il n'y a pas de féministes intégristes, hein, déjà, ça n'existe pas. Puis justement, parler de religion et tout ça, alors que littéralement, le féminisme est totalement anti-religion, en fait, hein, c'est un peu le principe. Donc ouais, c'est un peu chelou comme idée. C'est un peu chelou, hein. Ouais, voilà, c'est clair que c'est ça en fait. C'était j'ai envie de dire, c'était le féminisme de l'époque, hein, peut-être, mais maintenant, bon, est-ce que c'était la peine de le ressortir? Je sais pas. Enfin bref, en tout cas, voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais je vous l'ai mis quand même parce que ça, forcément, hein, dès que ça parle de féminisme, il faut que je le mette, hein. Sauf si, sauf si c'est, sauf si c'est écrit par des gros mascus. Pour taper sur les féministes, bien sûr. Tiens, putain, on parle de féministes, on parle de mascu, il y a Stéphane qui se ramène. Salut Stéphane, toujours un parfait timing. Vraiment, vraiment magnifique. Bon, allez, c'est les sorties de novembre, Stéphane. Allez, je passe à la suite. J'espère que tu vas bien sinon. Toujours le 6 novembre, encore chez Hugo, dans leur collection Stardust cette fois. C'est marrant parce que je mets jamais de Hugo, et là il a suffi qu'on parle de Hugo dans Des Gommes Tapal, et là je trouve des Hugo. The Temptation of Magic de Megan Scott. Alors par contre, il faudra m'expliquer pourquoi, parce que là c'est bien la couverture française, hein, avec Stardust. Pourquoi c'est écrit en anglais dessus? Pourquoi ils n'ont pas traduit? Je ne sais pas. Après, c'est peut-être une couverture provisoire aussi, hein. Mais voilà, Sworn to be enemies, destined to be each other undoing. Mon bel accent. Donc, on va suivre dans cette histoire Nicole. Quel beau prénom. Quel beau prénom moderne. Nicole, qui est donc, on est dans un monde de fantasy. Alors, je pense que ça s'inspire un petit peu de la Grèce, ou de la Grèce antique ou la Rome antique. Je pense plus la Grèce antique, je dirais. Mais ça a l'air d'être ça. Donc on dit en tant qu'empyréenne, donc empyréenne, Nicole a le pouvoir de tuer n'importe quel être surnaturel mortel, mais son secret doit rester bien gardé, sinon l'éveil, qui est une organisation qui régit les surnaturels, la forcerait à devenir leur chasseresse. Et donc Nicole va essayer de rester incognito, elle va se cacher dans une petite ville universitaire où elle est étudiante en histoire de l'art. Putain, ça me fait un peu penser à ça en fait, hein. Pareil, un truc romantique avec une espèce d'université là aussi. Voilà, étudiante en histoire de l'art, elle est convaincue que la collection d'art mythologique du manoir local dissimule un dernier message laissé par sa mère. C'est-à-dire que l'éveil, voilà, la vérité sur ce qu'est l'éveil, voilà, est un moyen de le détruire pour de bon. Mais le problème, c'est que avant qu'elle ne puisse l'étudier, il y a un homme, un surnaturel, on nous dit, qui va débarquer pour mener sa propre enquête. Et ils vont devoir travailler ensemble. Donc c'est Kian. Et donc elle, évidemment, elle a peur que son identité soit révélée, parce que sinon c'est elle qui va finir par pourchasser. Voilà, bon, j'en sais pas plus, mais moi c'est juste que l'univers, j'aimais bien l'idée de l'univers un peu, voilà, parce que ça parle d'empire, de mythologie. Je pense que clairement, c'est un peu un truc à Grèce ou Rome antique. Ouais, c'est ça, ils traduisent de moi déjà. Bon, traduisent plus les titres, pourquoi pas, hein. Mais alors là, carrément, on fait même plus l'effort de traduire la phrase sur la couverture, quoi. Rien à battre. Bientôt, on aura le synopsis en anglais derrière. Let's go. Donc voilà. Ah, c'est vrai, Stéphane. Après, moi, je l'ai pas lu, La Colère, mais en tout cas, Cosby, c'est tout à fait le genre de truc que tu pourrais aimer, je pense. Moi, j'ai lu Le sang des innocents, c'était vraiment très très bien.
Allez, c'est parti donc pour la suite. Et on passe enfin au 7 novembre. Alors voilà, là c'est une réédition typiquement, mais j'étais obligée de la mettre. Ayant un chéri littéralement fan des Dents de la Mer, hein, c'est un de ses films préférés. Donc c'est la réédition du livre à l'origine du film, hein, Les Dents de la Mer de Peter Benchley. Dans un beau coffret. Alors ce que vous voyez en haut, c'est le coffret. Et en bas, c'est le livre en lui-même. Donc c'est chez Gallmeister, à 30 boules. Hein. Let's go. Je sais pas si c'est du hardback. Parce que c'est pas noté. Comme il est noté dans coffret en fait. Donc on ne sait pas si c'est du hardback ou de brochet. J'espère que c'est du hardback, mais j'ai des doutes. Ça m'a pas l'air d'être du hardback. En plus, c'est chez Gallmeister. Donc je pense que ça va être du brochet. Du paperback. Ouais, je l'ai pas lu moi. Alors j'ai vu le film évidemment. Hein. Ah bah oui, Passion requin, Steph, bien sûr. Ouais, c'est totalement pour Kim ça, hein, putain. Ça ira bien avec son beau coffret collector 4K des dents du film. Hein. Donc bon, est-ce que je dois raconter l'histoire Bon voilà, on est dans une station balnéaire, quelques temps avant l'ouverture de la saison. Et évidemment, on a une femme qui va être bouffée par un requin. Et donc, la peur va s'emparer des habitants de la ville. Est-ce qu'il faut interdire la plage? Sauf que, bon, bah, le coup classique. Le maire, pas du tout. Non, non, non. Attendez, c'est l'ouverture de la saison. On va pas faire fuir les touristes. Non, non, non. On fait rien du tout. Tout va bien. Et donc, évidemment, vous connaissez la suite. Bisous Peggy, bonne soirée. Merci d'être venue. Voilà. Ouais, moi aussi, j'ai la vieille édition. Je crois qu'on a d'ailleurs au moins 2-3 éditions de ce roman. Autant vous dire que celui-là, il va intégrer la collection aussi. Hein. Ah ouais, ça fait beaucoup, Steph. Putain. 46 francs suisses. Mais ouais, j'avoue, 30 boules, là. Mais bon. Après, voilà, il est très très beau. Mais j'avoue que la couverture du coffret est absolument sublime. Clairement. Ah, ils sont malins, Gallmeister. Hein. Ah, c'est des bons. Hein. C'est des bons. Ah bah voilà. Donc voilà pour celui-ci. Toujours le 7 novembre. Et alors là, c'est bien parce qu'on va être encore dans l'ambiance de Noël. Parfait pour Noël. Voilà. Avec un petit thriller. Le dernier bistrot de Anna Véronique Elbaz. Elbazé, je sais pas. Non, Elbaz, je pense. Donc on est... Alors ça sort chez l'Archipel, j'ai oublié de préciser. Donc on est à Paris le 24 décembre. La nuit est tombée. Et on va retrouver une femme, je pense. Ouais, c'est ça. On va retrouver une femme assassinée sur son lit. Et non loin de là, on est dans un bar qui s'appelle le Bar de l'Avenir. Avec, bon voilà, même si on est le 24 décembre, c'est un soir comme tous les autres dans ce bar avec des clients esselés qui traînent, qui s'ennuient. Et le patron qui est un peu désabusé, voilà, qui essuie ses verres, classique. Mais le truc, c'est que à 21h30, très précisément, ce même patron va verrouiller sa porte, il va sortir une arme et il va mettre tous ses clients en joue. Et voilà, donc on n'en sait pas plus, mais huis clos, again. À Noël, c'est la période des huis clos. Hein. Mais voilà, huis clos sous tension. On ne sait pas quel est le rapport aussi avec la femme qui a été assassinée non loin de là. Voilà. Je sais pas, et c'est pas grand chose, hein. C'est pas grand chose, mais moi j'avoue ça me hype. Et c'est un peu un genre de truc. Après voilà, thriller français encore une fois, hein, mais bon, je sais pas. Il y a quelque chose qui me titille et ça se passe à Noël, donc mais pas du tout Stéphane. Oh putain, j'en ai marre.
Stéphane. Tu crois que je fais les sorties thrillers, moi? Il y a quelques thrillers parce que j'aime bien, mais sinon, depuis tout à l'heure, t'as vu des thrillers, toi? Franchement. Ah, c'était quoi avant? Ah oui, Les Dents de la Mer. Bon, ça, c'est parce que, ok. Ça, c'est un thriller, ça? Ça, c'est un thriller, ça? Ça, c'est un thriller? Non? Ah, ça oui, mais voilà. Bref, enfin, il y a il y a plus de autre chose que de thriller, hein. Donc non, c'est pas du tout. En plus, ça n'aurait aucun intérêt. Quel intérêt j'aurais à faire... Il a réussi à m'énerver. Quel intérêt j'aurais à faire la même chose que Séverine? Je veux dire, elle fait déjà ses sorties thriller, je vais pas faire les sorties thriller, ça n'a aucun intérêt. Les gens, ils viendraient pas, quoi. Bref. Bon, voilà en tout cas pour celui-ci. Toujours le 7 novembre sortira une sortie inédite de Haruki Murakami. Mais je pense qu'elle date pas de... Je pense pas que ce soit un nouveau truc. Je ne sais pas. Sortira donc Galette au miel de Haruki Murakami. Oh putain, Stéphane qui dit tu as raison, ça me fait bizarre. Mais je te remercie. Oui, c'est vrai, en plus, c'est ça le pire, Adeline, elle a raison, on dézingue les thrillers français depuis tout à l'heure. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc Galette au miel de Haruki Murakami, qui est, ouais, c'est classé comme roman, mais bon, 104 pages. En plus, c'est illustré, donc autant dire que, à mon avis, c'est plus une nouvelle qu'autre chose, hein. Voilà, ça sortira chez Belfond. Et donc, en fait, dans cette histoire, donc on est peu après le tremblement de terre qui a secoué Kobe. Donc c'était, ils le disent pas, mais c'était dans les années 90. Il y a eu un immense tremblement de terre sur la ville de Kobe. Et on va suivre Junpei, qui est un auteur de nouvelles, qui va être appelé chez son amie Sayoko, dont il est secrètement amoureux. Je sais pas si c'est important dans l'histoire, mais voilà. Parce qu'en fait, Sayoko, elle n'arrive pas à rassurer sa petite fille qui n'arrête pas de faire des cauchemars depuis que le tremblement de terre a eu lieu. Et Junpei va inventer pour endormir Sarah, donc elle s'appelle Sarah, la petite fille, pour l'endormir, l'histoire d'un ours mélomane. Voilà. J'en sais pas plus, mais ça a l'air tout mimes. On me dit que c'est bien pour Noël. C'est Haruki Murakami, à mon avis, ça va pas être si mimes que ça, hein. C'est pas le genre d'auteur à écrire des histoires cucu les petits oiseaux, hein, mais voilà. Mais ouais. Voilà, ça a l'air quand même intéressant. Après, voilà. 19 boules quand même. Alors oui, c'est un petit roman illustré, mais bon, 19 € quand même. Pour 100 pages. Belfond, vous abusez un petit peu. Je dis ça, je dis rien. Mais voilà, je l'ai mis. C'est Haruki Murakami quand même. Ensuite, où je suis? Toujours le 7 novembre sortira un petit roman Sonatine, l'héritière de Gabriel Bergmoser. Alors, Gabriel Bergmoser, c'était l'auteur de La Chasse, que j'ai dans ma palle depuis X temps, d'ailleurs, que j'ai toujours pas lu, alors qu'il a l'air vachement bien, mais bon, c'est un auteur australien. Et donc, dans cette histoire, on est à Port Douglas, une station balnéaire du nord de l'Italie, de l'Australie. Pourquoi l'Italie? Je sais pas. Une station balnéaire du nord de l'Australie. Donc avec son lot de touristes, voilà, ses plages paradisiaques, etc. Et c'est là que Maggie a décidé de se réfugier pour mener une vie normale. Donc elle est serveuse, voilà, parce que en fait elle veut échapper à la violence de son passé. Le problème, c'est que ce passé va la rattraper lorsque des circonstances malheureuses vont l'obliger à revenir à Melbourne pour récupérer l'héritage de son père. Et elle va notamment découvrir un disque dur qui contient peut-être des informations cruciales, notamment l'identité d'un tueur en série et des informations sur la mère de Maggie qu'il a abandonnée lorsqu'elle était enfant.
Et donc on nous dit que Maggie en plus a à ses trousses la police qui la recherche activement. Donc c'est pour ça qu'elle était anonyme. Voilà, on n'en sait pas plus, j'en sais pas plus. J'en sais pas plus, mais je pense que ça va être, voilà, c'est un roman noir, hein, déjà, on est plus dans le roman noir que dans le thriller. Et voilà, on nous dit entre flics pourris et malfrats locaux, l'échappée de Maggie prend des allures de road trip survivaliste, redéfinissant à coups de dynamite le roman noir australien. Moi, je trouve que ça a l'air pas mal. Oui, Sonatine, ça dépend des parutions, Sonatine. Hein. Ils font encore des trucs pas mal, mais c'est vrai qu'ils se sont vachement mainstreamisés. Je sais pas comment on peut dire, ils sont devenus un peu mainstream, quoi. Oh, mais ils ont quand même des trucs, hein, putain, le coup de l'autrice transgenre, là, waouh, c'était assez couillu, c'est le cas de le dire, d'ailleurs, d'avoir sorti ça, là, c'était Chasse à l'homme. Et ouais, ils ont quand même des fois des petites parutions un peu originales. Après, là, ça a l'air pas mal et je pense que cet auteur, voilà, je ne l'ai pas encore découvert, il faudrait que je lise La Chasse, mais je pense que ça doit être assez intéressant. Bon, voilà, après, à voir. Hein. À voir. Ensuite, il est petit en plus. Hein. Il est petit. Toujours le 7 novembre sortira donc le nouveau Crystal Dabos qui se décline en deux couvertures différentes, donc en brochet, couverture bleue, et en hardback, couverture dorée, magnifique d'ailleurs, absolument magnifique. Bon, alors comme d'habitude, comme son précédent plutôt, qui était ici et seulement ici, bon, le synopsis n'est pas très parlant. Donc on nous dit que c'est une fantaisie dystopique et vintage dans un monde qui a ses propres lois, ses propres possibles, ses propres interdits et de bons vieux baladeurs à piles. Ouais, d'où le truc vintage, ok. Donc elle joue sur le côté... Merde, qu'est-ce que tu me fais, Amazon? Elle joue sur le côté nostalgie, hein, j'ai l'impression. Donc c'est une humanité qui ressemble à la nôtre à un détail près et pas des moindres. Tout le monde a un instinct au service de la collectivité. Et c'est l'histoire de Claire, une confidente un peu trop secrète de Goliath, et de Goliath, un protecteur un peu trop casse-cou. Voilà, et bien d'autres destinées qui vont se lier à la leur. Bon, voilà, j'en sais pas plus, c'est pas très clair, encore une fois. Hein. Voilà. Ah si, on nous dit que Goliath, il sauve des vies parce qu'il rêve de devenir saint. Ouais, ça nous... Saint, S-A-I-N-T. Hein. Pas saint, S-A-I-N. Bon, ça nous aide pas beaucoup. Hein. Non, Stéphane, mais j'avoue que, même si c'est un auteur français, j'étais assez intriguée par l'instinct. Et je sais pas ce que ça vaut. J'avoue que j'aurais aimé avoir des retours dessus, ouais. Parce que l'instinct, il me tentait bien, là, cette espèce de huis clos encore. J'aime bien les huis clos, mais cette espèce de huis clos dans un zoo, là. Après, voilà, peut-être c'est pas bien. Bon, voilà, en tout cas, pour Christelle Dabos. Bon, je vous ai pas appris grand-chose, mais c'est comme son dernier, hein, voilà. Si on le lit pas, on connaît pas les thématiques, quoi. Voilà pour celui-ci. Après, c'est clair qu'il est très, très beau. Ça sortira, j'ai oublié de préciser, ça sortira chez Gallimard. Alors, on passe, on est toujours le 7 novembre, on passe à donc cette nouveauté là, cette nouvelle collection Lorestone. Ce nouveau, comment dire, ce nouveau genre de littérature qui s'appelle le lit RPG. Voilà. Bon, c'est pas, alors c'est comme les livres dont vous êtes le héros, mais pas tout à fait quand même. Et donc donc je vous avais présenté un poche, hein, déjà, et là donc c'est un grand format Primal Hunter de Zogars. Et donc dans cette histoire, on est, alors déjà oui, qu'est-ce que le lit RPG? Je vais repréciser si vous n'étiez pas là la dernière fois. Donc c'est voilà, nouveau genre inédit en France, au croisement de la science-fiction, de la fantasy et du jeu vidéo. C'est un genre littéraire qui mélange les codes de la littérature de l'imaginaire et ceux du jeu vidéo.
Donc en gros, c'est comme si dans le livre vous étiez dans un jeu vidéo, hein. C'est plus ou moins ça, c'est-à-dire que ben, on gagne de l'expérience, des niveaux, on affronte des boss, on suit des quêtes, etc. Voilà. Après, moi je trouve que dans les livres dont vous êtes le héros, il y a déjà ça en fait, mais bon, quand ils sont bien faits, il y a ça. Donc ils ont rien inventé quelque part en vrai, hein, mais bon, on va leur laisser le bénéfice du doute. Et donc dans cette histoire en particulier là, on va suivre Jake qui est au travail, on ne sait pas ce qu'il fait d'ailleurs, mais bon. Le fait est qu'au moment de prendre sa pause déjeuner avec ses collègues, ils vont basculer dans une forêt et ils vont être confrontés à une interface qui va les inviter à choisir une classe. Bon, voilà, clairement en jeu vidéo quoi. Et ils vont découvrir leur objectif qui va être de survivre 63 jours au cœur de ce tutoriel. Et bon, évidemment, Jake, lui, il va se prendre rapidement au jeu et il va bien se démerder. Alors, ça va être un archer, hein, d'où la couverture. Mais évidemment, tous les collègues vont pas si bien s'en sortir. Ouais, il y a un petit côté survival game. Hein. Complètement un côté survival game, là. Bon, voilà, j'avoue, ça me rend quand même curieuse. Après, il n'est pas très cher, 17,90 €. Ah, j'ai l'impression que c'est un grand poche en fait, celui-ci. Bon, là c'était un petit poche, c'est pas vraiment un grand format. Après 17,90 €, bon. Après 736 pages, c'est pour ça peut-être qu'il est aussi cher pour un poche, je sais pas. Bon, en tout cas, je vous l'ai mis là. Pour moi, niveau budget, ça va dans le grand format. Hein. Donc, ouais, bah la couve fait très Dark Fantasy en fait. Hein. Ça fait très ça, vraiment. Bon, ouais, ça rend curieuse quand même. Ok Jeanne, bisous bisous. Bonne soirée, bonne nuit, merci d'être passé. Voilà en tout cas pour celui-ci. On passe au 8 novembre avec la sortie d'une intégrale. Un coffret intégral. Enfin un coffret, non pardon. Non, un livre intégral, pardon. Il s'agit de l'intégrale de la trilogie La Dame de Reykjavik de Ragnar Jonasson. Qui sortira chez La Martinière. Alors il y avait déjà eu un coffret intégral justement de La Dame de Reykjavik, mais là c'est carrément une intégrale grand format en hardback, j'ai l'impression. Hein. Je pense que c'est du hardback avec un très beau jaspage. Ouais, il est très très beau. Hein. Il est très très beau. Donc voilà, La Dame de Reykjavik, on suit Hulda, qui est une flic. Et donc voilà, dit c'est les 3 plus grandes enquêtes de sa vie. Donc La Dame de Reykjavik, L'île au secret et La dernière tempête. Moi j'ai lu le premier, j'avais plutôt bien aimé sans que ce soit non plus un coup de cœur, mais c'était sympa. Donc je lirai bien les 2 autres. Après de là à acheter l'intégrale, je suis pas sûre, mais en tout cas ça peut faire un beau cadeau de Noël. Si vous connaissez des gens qui adorent le thriller, surtout le polar nordique, let's go quoi. Let's go, let's go. Voilà. Par contre, je suis assez étonnée du nombre de pages. Parce que j'ai vérifié, hein, j'ai regardé partout, c'est bien 576 pages pour 3 volumes. Ça me paraît vraiment pas beaucoup, quoi. Sachant que le premier, il me semble qu'il faisait quand même déjà plus de 300 pages. Donc, ou alors c'est que c'est écrit tout petit dedans. À tous les coups, c'est ça. C'est écrit tout petit, justement, pour pas avoir... Ouais, voilà, c'est ça, Karine. Pour pas avoir un énorme livre, en fait, ils se sont dit, bon, surtout si c'est un hardback, ça va être un peu lourd. Ils se sont dit, on va écrire tout petit dedans. À tous les coups, c'est ça. Ça m'étonnerait pas. Donc, voilà, en tout cas, pour celui-ci. Avec, oui, en fait, ça représente, je pense, le volcan, ça. J'imagine, les geysers, c'est une terre volcanique, hein, l'Islande, donc voilà. Voilà pour celui-ci. Tu préfères du papier Bible que l'écriture petite? Ouais, moi aussi en vrai. Je suis pas fan quand c'est écrit tout petit. Voilà, clairement, c'est le genre de truc que j'ai pas envie de lire, quoi. C'est hardback écrit tout petit. Bon. Bref. Après, quand c'est énorme, c'est pas cool non plus. Hein. C'est pour ça, quand c'est ça, vive l'e-book, hein, je vous le dis. Hein. Mais là, je préfère lire les 3 tomes séparément.
Allez, on saute au 12 novembre avec la sortie de Sorginac d'Ophélie Cohen, qui sortira chez Phénix Noir, donc c'était le dernier. Ophélie Cohen, bon, thriller français, sorry, là pour le coup, mais en vrai, en temps normal, je l'aurais pas mis, mais là, il y a une histoire de sorcière, donc je me suis dit, bon, allez, je vais le mettre juste pour ça, mais en vrai, je pense pas à celui-là, clairement, je dirais pas, hein, mais bon. On est au Pays Basque en décembre 2004. On va suivre Maider, qui est une jeune femme éprise de liberté. Donc elle vit à Bayonne. Mais la précision, la particularité de Maider, c'est que c'est une des dernières descendantes d'une longue lignée de sorcières. Et on n'est pas dans un truc fantastique, hein, je précise. Mais voilà. Il y a eu des sorcières. C'était des femmes en fait qui pratiquaient la médecine avec les plantes et tout ça. Hein, voilà. Et donc, son clan en fait conserve des secrets qui se transmettent de mère en fille. Et le problème, c'est que Maider va disparaître durant la nuit du solstice d'hiver. Ah, c'est encore une lecture pour Noël, ça. Puisque, oui, enfin non, on ne sait pas pourquoi, et la famille de la jeune femme décide de mener sa propre enquête. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on s'en est pris à l'une d'entre elles. Serait-ce le début d'une nouvelle chasse aux sorcières? Voilà pourquoi je l'ai mis. En plus, on me dit que c'est un thriller aux notes culturelles et historiques. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah, tu veux dire, il n'y a pas beaucoup de romans qui t'intéressent. Je pense que c'est ça que tu voulais dire, Elsa. Non, parce que vu que tu vas économiser. Donc voilà, écoutez, bon, après, honnêtement, je suis pas sûre que j'irai, moi, hein, vraiment. C'est pas... Plus, bon, Phénix Noir. Voilà. Bon, voilà, en tout cas, pour celui-ci. Toujours le 12 novembre sortira Tout va disparaître de Déborah Mirabel. Petit roman young adulte qui sortira aux éditions L'Alchimiste. Dans cette histoire, on va suivre Hubert, qui est un adolescent solitaire. Il adore s'enfermer dans sa chambre avec ses jeux vidéo et fuir toute vie sociale, un peu comme les hikikomori. Hein. Mais en même temps, il rêve de sortir avec la belle et inatteignable Manon. Et il se trouve qu'il va découvrir sur un site internet une étrange formule qui promet d'augmenter son pouvoir de séduction. Et donc il va suivre les indications même s'il n'y croit pas vraiment et contre toute attente le sort semble fonctionner. Mais le problème c'est que Hubert, en échange de ça, Hubert devient peu à peu invisible. Et donc voilà, est-ce que il va sacrifier sa visibilité pour atteindre son objectif? Et voilà, l'amour le sauvera-t-il, tout ça. À moins que, on dit, à l'amour le sauvera-t-il, à moins que la clé ne soit autre part. Ça, c'est intéressant. C'est pas une romance, hein, je précise. Bon. J'aime bien cette idée. Bon, voilà, je pense qu'on va être sur un peu la thématique, justement, de peut-être un peu l'anxiété sociale, la solitude, tout ça. Peut-être la dépression aussi, je sais pas. Je sais pas, je tire des plans sur la comète, mais... ça a l'air intéressant. Ah, d'ailleurs, l'autrice, elle est enseignante en maternelle. Tiens, c'est marrant. Bon, voilà. Ah, désolée pour la pub. La couverture est classe, ouais. Allez, je passe à la suite quand même. Il y a des hommes qui se perdent toujours. On passe au 13 novembre. Allez, un petit roman un peu pour moi, là. C'est marrant parce que ça sort chez City, mais on dirait trop un... C'est la même typo et tout, on dirait trop un roman de chez Nami. C'est le livre oublié de Nick Bradley, donc il sortira chez City Édition. Franchement, mais vraiment, ils ont trop repris la charte graphique de Nami. C'est un truc de fou. Alors en plus, bon, ça se passe au Japon avec les cerisiers en fleurs, tout ça, là, c'est Nami, quoi.
Donc Nick Bradley, pour la précision, bon visiblement, je sais pas si l'auteur vit à Tokyo ou quoi, mais il écrit toujours sur Tokyo, puisque son précédent livre c'était Tokyo la nuit, c'était ce fameux livre, c'était chez Belfond d'ailleurs, c'était pas chez City, ou avec un chat là, sur la couverture, mais alors pas du tout comme ça, c'était pas, pour le coup c'était plutôt un thriller ou un roman noir, il me semble, Tokyo la nuit, alors que là on est plus dans du contemporain, peut-être un peu feel good, je sais pas trop. Mais ouais, Tokyo la nuit, il me tentait bien, mais je crois que j'avais pas vu de super retour. Donc je sais pas s'il y en a qui l'ont lu parmi vous, Tokyo la nuit. Il m'intrigue toujours, hein. Et donc là, donc on est de nouveau à Tokyo. Et on va suivre Flo, qui a l'impression d'être dans une impasse. En effet, bon, elle est dans une relation amoureuse compliquée qui semble être sur le point de se terminer. Et en plus, elle avance pas dans son travail de traductrice littéraire, c'est au point mort. Sauf qu'un jour, elle va trouver un mystérieux manuscrit oublié par un passager dans le métro. Et dès les premières pages, elle va être captivée par l'histoire de Kyo, qui est un jeune homme rêveur contraint de déménager chez sa grand-mère, qui est un peu irascible, et qui tient un petit café dans la province japonaise. Et du coup, Flo... Ah oui, alors on nous dit aussi que tous deux sont hantés par une tragédie familiale, donc Kyo et sa grand-mère. Donc Flo, elle se passionne un petit peu pour cette relation qu'elle va découvrir entre la grand-mère et son petit-fils, et elle va suivre les indices égrenés dans le roman pour découvrir qui se cache derrière le mystérieux auteur. Et voilà, et peut-être que elle aussi, ça va pouvoir l'aider à trouver sa voie, à dire voilà un petit peu voilà, le côté. Il y a vraiment le côté feel good à la japonaise, hein, même si l'auteur est pas japonais. Hein, je pense clairement il s'inspire de ça. Donc ouais, ça a l'air intéressant. Ça a l'air intéressant. Voilà. Il faudrait que je me renseigne un peu plus sur cet auteur. Voilà donc pour celui-ci. C'est un auteur, ouais, c'est un auteur anglais, hein, à précision. On passe au 14 novembre. Allez, un petit truc un peu mimes pour... alors, c'est pas une romance de Noël, hein, mais bon, il est quand même un peu dans le même délire. Voilà, encore un petit truc mimes pour Noël. Fallait que je mette des trucs mimes. C'est 24 jours pour survivre au réveillon de Audrey Archambault. Et là, on est au Québec. J'ai mis Canada parce qu'il fallait mettre le pays, mais c'est très précisément au Québec. D'ailleurs, c'est une édition québécoise, Fides. Voilà, enfin Fides, je sais pas comment ça se prononce, peut-être Karine, tu sais. Mais voilà, donc autrice et édition québécoise. Et donc, dans cette histoire, on va suivre Mélodie, pour qui chaque 1er décembre, c'est l'anxiété assurée, parce que, voilà, ça y est, on commence les préparatifs de Noël. Et donc, elle va recevoir notamment beaucoup de textos et d'appels de sa mère, qui veut absolument organiser son réveillon, quoi, en gros. Le truc, c'est que donc Mélodie, elle est déjà suffisamment en stress dans sa vie. Voilà, elle organise beaucoup sa vie à coup de listes. Elle est en plus en plein dans... Elle cherche à obtenir un diplôme. Voilà. On ne sait pas de quoi, mais voilà. En plus, elle a une cousine trop parfaite. Bref, voilà. Mais Mélodie, elle a décidé que cette année, ça allait être elle, la fierté de la famille. Et le problème, c'est que elle va rester coincée au nord du Québec pour son stage de fin d'études parce qu'il va y avoir une tempête de neige. Et elle va être recueillie dans un bled par 2 personnes, Alice et Sam. Voilà, j'en sais pas plus. C'est juste que voilà, elle va découvrir que le village au grand complet est en mode Noël sur la vodka. Je sais pas ce que ça veut dire, mais voilà. Il n'est pas très clair ce synopsis, hein, mais voilà. Sauf que elle, voilà, Mélodie, elle s'en fiche, elle doit organiser son réveillon et tout ça. Elle n'a pas envie de rester bloquée dans ce bled paumé là. Et du coup, elle va devoir faire en sorte de trouver un moyen en fait de se sortir de tout ça, quoi. Bon bref, c'est pas très clair, mais
Avec son nom, j'aurais bien deviné. Ouais, j'avoue, Archambault, ouais. Clairement. Clairement, ça fait très québécois, ouais. Ok, donc, ouais, tu connais pas la maison d'édition. Bon, voilà. Bon, je veux ce livre en version audio, là. Pour être bien immergé encore. Non, bon voilà, ça a l'air un peu, sympathique pour Noël. Après, voilà, peut-être il y aura une petite romance aussi, je sais pas. J'en sais pas plus. Par contre, 25 boules. La vache. Je pense que c'est parce que c'est québécois, mais putain, 25 balles pour 300 pages, ça pique hein, quand même. Hein. Ça pique un peu, hein. Je veux pas dire, mais bon. Bon, bref, allez, j'avance parce que je suis un peu à la traîne. On reste le 14 novembre et alors là il y a une petite série, donc je les ai tous mis dans le même truc, hein, de réécriture de contes qui va sortir aux éditions Punchline. Donc c'est des... Alors on n'est pas... Alors c'est vrai que ça fait un peu penser aux contes interdits, mais c'est pas du tout ça. Là on est plus dans de la fantasy young adulte. Donc il y a La Belle et la Bête, La Petite Sirène et Peter Pan. Donc ils sont tous à 22 €, ils font tous entre 240 et 270 pages quoi. Et ce sont des auteurs français, donc La Belle et la Bête c'est L.L. Rose qui écrit, donc réécriture. En fait ouais, en gros voilà, on va être... En fait, voilà, donc si j'ai bien compris, c'est une réécriture dans le sens où on va changer quelque chose dans l'histoire. Donc là, La Belle et la Bête, c'est finalement... Et si le roi avait jeté son dévolu sur Belle? Et si finalement le destin est écrit depuis le début? Bon, voilà. Je vais pas vous lire tous les synopsis. Hein. Peter Pan. Donc Peter Pan, l'auteur, c'est A.E. Biggie. Je sais pas pourquoi ils aiment bien les initiales, mais voilà. Donc Wendy, jeune londonienne de bonne famille, forcée de quitter brutalement l'enfance pour devenir une épouse modèle, mais la malédiction de Mr. Paper-Ent va l'entraîner dans une aventure périlleuse pour sauver son petit frère, et donc voilà. Bon, réécriture de Peter Pan, mais je sais pas quelle est la différence. Je vous les vends bien, hein. Et La Petite Sirène... Ouais, c'est vrai que ça fait un peu jeu de cartes, effectivement. La Petite Sirène, quand ça voudra bien s'afficher, parce que j'ai un bug, évidemment, pour pas changer. Allez. Ah. Donc c'est Jean-Philippe Roussac, l'auteur. Et voilà. Donc Ondine, La Petite Sirène. Ouais, elle s'appelle Ondine. Je pense que là, on va être plus proche de conte original que du Disney, hein, par contre. Hein. Je vous le dis comme ça. Bon, voilà, en tout cas, pour cette petite sortie. Oh, je vous les ai mis parce que c'était joli. Voilà. Voilà pour cela. Ensuite, il n'y en a que 3, hein, mais il y en a peut-être d'autres. Je sais pas. On reste le 14 novembre. Sortira Comment résoudre votre propre meurtre, les enquêtes de Castle Knoll de Kristen Perrin. Donc s'il y a les enquêtes 2, ça veut dire que c'est un premier tome, je pense. Même si c'est pas marqué tome 1. Je ne sais pas. Donc voilà, une enquête dont seule la victime détient la clé. Bon, ça a l'air d'être un peu... J'ai mis polar parce que je savais pas trop, mais ça a l'air d'être un peu cozy mystery quand même. Dans cette histoire, en fait, on est dans le petit village anglais de Castle Knoll, où une voyante prédit à Frances, 16 ans, qu'elle sera assassinée. Donc, Frances est terrifiée par cette prophétie et pendant 60 ans, elle va tenter d'échapper à son funeste destin. Le problème, c'est qu'elle va finir par être assassinée. Personne n'avait pris Frances au sérieux, mais force est de constater qu'elle avait raison.
Mais le truc, c'est que Frances a tout prévu dans son testament et elle va laisser, donc rappelle que du coup, elle a plus de 70 ans, elle va laisser à son entourage une semaine pour découvrir le meurtrier et qui découvrira le meurtrier héritera de sa fortune. Voilà. Sinon, tout reviendra à la couronne. Sous-entendu, à la reine, enfin maintenant c'est le roi d'ailleurs, mais le roi d'Angleterre. Donc forcément, évidemment, ça va attirer les convoitises et donc voilà, les gens vont se mettre à enquêter pour savoir qui a assassiné Frances. Voilà. Oui, ça fait très cosy mystery quand même, hein, pour le coup. On va pas se mentir. Bon, j'aime bien en vrai. Enfin, j'aime bien. Ah, c'est pas. Ça n'a pas l'air d'être un truc de ouf, mais pareil, c'est un truc à lire à Noël aussi, ça. Voilà. C'est un truc un peu cuicui les petits oiseaux quand même. Ah oui, non, Karine, ça va. Ouais, je pense que ça n'a rien à voir. Les trucs d'avant, ça n'a rien à voir avec les contes interdits pour le coup, hein, mon avis. Mon avis, les trucs d'avant, on est plus sur une réécriture proche des contes originaux, mais version young adulte, quoi. Voilà. Donc voilà, ça sortira chez Michel Lafon. On passe, non, on est toujours le 14 novembre. Sortira La mort en face d'Antonio Lanzetta chez Mera Édition. Bon, moi, vous connaissez mon amour pour Antonio Lanzetta, mais déjà, j'ai pas lu son dernier, donc ce serait bien que je puisse lire celui-là aussi. Dans cette histoire, on va retrouver donc le corps sans vie d'Elena Perna qui a 19 ans. Elle va être retrouvée sur une plage de Salerne. Et l'affaire va être confiée au commissaire Massimo Trotta et à Lydia Basso, qui est une psychologue légiste et consultante auprès de la police. Le truc, c'est que l'enquête va prendre des contours inquiétants lorsque Lydia et Massimo vont recevoir un appel de Santa Croce, qui est un établissement pédopsychiatrique. Puisque Matteo, qui a 17 ans, fait depuis des jours des dessins qui semblent représenter la jeune fille assassinée, alors qu'il ne l'a jamais vue, puisqu'il n'a pas de contact avec l'extérieur. Donc ça, c'est bizarre. Lydia, elle va être un peu fascinée par la personnalité insaisissable du garçon, mais c'est surtout son passé qui va l'intriguer, puisque son histoire donc à Matteo est liée à une histoire très connue en fait de là-bas qui s'appelle la Maison de l'Horreur, sur laquelle il y a encore des questions qui n'ont pas trouvé de réponse. Voilà, donc quel lien y a-t-il entre Elena et Matteo? Bon, moi je trouve que ça a l'air pas mal. La Maison de l'Horreur. Moi je trouve que ça a l'air pas mal et c'est Antonio Lanzetta. Hein. Moi j'aime bien sa plume donc ouais. Celui-là il me fait pas mal envie, effectivement. Voilà, peut-être pas pour tout de suite. Il y a le mot mort en face en plus, putain, ça aurait pu rentrer dans le Black November, Dégomme ta palle là de novembre, putain. Ça me donnait envie de l'acheter direct. Ouais. Bah, c'est le Stephen King italien. Bon, après, non, ça c'est un peu des conneries, mais, mais c'est parce que c'est vrai que son premier roman qui était sorti chez Bragelonne, il y avait pas mal d'inspiration de ça, et il le dit lui-même, hein, qui s'est pas mal inspiré. C'est un gros fan. Antonio Lanzetta, c'est un gros fan de Stephen King. Donc, voilà quoi. Donc, voilà pour celui-ci. Le 15 novembre, ah Stéphane, tu ne laisses jamais la chance aux gens, toi, hein, c'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou. Bon, après, voilà. Le 15 novembre sortira Seul sur Terre de Charles Yu aux éditions des Forges de Vulcain. Ils mettent nouvelles là, mais c'est un roman là. Est-ce que c'est des nouvelles? Ah, c'est peut-être des nouvelles, merde. C'est pas...
Parce que je vois traduction avec un S, mais bon, il n'y a qu'un seul synopsis en attendant, donc je sais pas. Bizarre. Ouais, j'avais pas vu, je viens de percuter que sur la couverture. Oui, la meuf a, a fait des couvertures depuis longtemps, mais elle avait pas vu qu'elle écrit nouvelles. Bon, c'est peut-être des nouvelles, des os. Donc, ouais, moi j'aime bien les couvertures des Forges de Vulcain, à chaque fois. Donc, dans cette histoire, on va suivre Jane, qui est la dernière personne sur Terre. Bah voilà, ça c'est dit. Et elle tient le seul commerce restant, un magasin de souvenirs. Elle n'est pas née sur cette planète. Ouais, on est vraiment dans de la SF pure et dure. Hein. Mais ses ancêtres y habitaient avant que l'IA chargée de la géo-ingénierie ne tombe en panne, avant que les océans ne soient trop chauds pour entretenir le réseau alimentaire mondial, avant que les humains n'entreprennent la colonisation d'autres planètes. Et donc, elle doit... Donc, en fait, en gros, il y a d'autres personnes dans l'univers. Hein, elle n'est pas toute seule, mais elle est toute seule sur Terre. Voilà. Elle doit rejoindre la fac de Jupiter en automne 3020. J'adore. Et du coup, en fait, elle vend... Voilà, elle a un magasin de souvenirs qu'elle vend donc aux touristes qui viennent visiter la Terre. Hein, voilà. Donc, il y a pas mal de publicités qui sont diffusées à propos de la Terre, avec des sites touristiques... qui sont aujourd'hui abandonnés, musées, parcs d'attractions, etc. Et en fait, après, un jour, elle va aider un homme et son fils dont le vaisseau s'est échoué sur la planète et elle va découvrir que ces espaces de loisirs sont moins délaissés qu'elle ne le pensait. Voilà. On ne sait pas plus. Je sais pas trop si c'est humoristique, si c'est vraiment sérieux, je sais pas. Je sais pas trop. Mais j'aime bien avec la couverture avec les petits porte-clés, c'est assez marrant. Mais bon, j'aime bien cette idée, ouais, les petits porte-clés Ars. J'aime bien cette idée que la Terre, voilà, qu'elle soit toute seule, qu'elle vend des souvenirs et que les gens viennent visiter la Terre comme ça. Donc, ouais, 144 pages. Ouais, en fait, c'est peut-être nouvelle parce que c'est une nouvelle de 144 pages. C'est peut-être ça. Je sais pas. Je sais pas. C'est pas précisé. Stéphane. Oui, aux Forges de Vulcain, oui, c'est toujours assez original. Hein. Ouais, nouvelle, il y a un S. Bah, il y a peut-être des nouvelles derrière, effectivement. Mais oui, c'est vrai, nouvelle, il y a un S. Et puis traduction avec un S aussi. Donc, je pense qu'il y a plusieurs récits. Mais en tout cas, il n'y a que celui-ci qui nous est présenté. Donc, je peux pas vous dire mieux que potentiellement, ce sont des nouvelles. Ah ouais, c'est vrai, Elsa. En tout cas, pardon. En tout cas, ouais, moi j'aime bien cet éditeur. Donc voilà, écoutez, à découvrir. C'est un asiatique en plus, l'auteur. Je sais pas de quelle origine il est par contre. Il est américain. Ça oui. Ouais, peut-être les nouvelles ont un lien entre elles. Oui, c'est peut-être plusieurs histoires dans le même univers. Ça, c'est possible aussi. Hein. C'est possible, c'est pour ça qu'il n'y a qu'une histoire qui nous est présentée, parce que potentiellement, il peut y avoir plusieurs histoires dans le même univers. Voilà, en tout cas. Ah oui, c'est vrai, Elsa. Voilà, ça ne m'étonne pas. Mais ça se voit de toute façon, voilà, aux choix éditoriaux qui sont faits que cet auteur, il n'est pas là pour le fric, il est là pour ses histoires et ses auteurs, quoi, clairement. Ouais, comme les chroniques martiennes de Bradbury, par exemple, effectivement. Gilles Marchand, je sais pas. J'avoue, je sais pas. Ah bah voilà, merci Elsa. Voilà donc pour celui-ci. On saute directement au 20 novembre. Adeline, notre auteur chouchou, évidemment. Le nouveau Junji Ito. Cette fois chez Delcourt. Ouais, je sais pas pourquoi ça alterne entre Delcourt et Mangetsu. Allez savoir pourquoi. Et là, en fait, c'est un manga qui a déjà été publié en France, mais en plusieurs tomes. Il s'agit de La déchéance d'un homme. Et donc là, qui va ressortir en intégrale et que, évidemment, j'achèterai, bien sûr. Alors bon, moi, ça m'énerve parce que je voulais lire le roman. C'est tiré d'un roman, hein, La déchéance d'un homme, à la base. Roman japonais de Osamu Dazai.
Et ouais, du coup, je vais trop avoir envie de lire là, si j'ai le Junji Ito intégral. Je vais avoir envie de lire le Junji Ito. Tu l'as lu toi, Karine, le manga? Ouais, je l'ai pas lu moi celui-là. Je l'ai pas eu. Je sais qu'il est bien glauque en même temps, c'est Junji Ito et bon, du coup le roman, mais parce que j'ai envie de lire le roman moi. J'ai envie de lire le roman d'abord. Donc dans cette histoire, on va suivre Yozo qui souffre du regard que les autres portent sur lui et qui ne comprend pas le bonheur de son entourage puisque lui, voilà, lui, il n'est pas du tout heureux. Et en fait, il va décider pour un peu guérir de sa dépression, enfin si on peut dire ça, de se transformer en bouffon. Mais le truc, c'est que en fait, ben voilà, c'est lui qui va souffrir. Il va souffrir pour les autres, en fait, hein, finalement. Voilà, en gros, extérieurement, il va tout sourire et intérieurement, c'est le désespoir. Donc, ils vont bien finir par ressortir le journal des chats. C'est du Junji Ito. Donc ouais, voilà, ben écoutez, bon, de toute façon, ouais, c'est clair que là, Mangetsu et Delcourt, ils sont en train de ressortir absolument toutes les œuvres de Junji Ito, hein. Au point même d'ailleurs qu'il y a des trucs en double, j'ai remarqué. Dans le sens où, alors je sais pas si c'est parce que d'un côté c'est Mangetsu et de l'autre Delcourt, il faudra que je regarde, mais il y a des histoires qu'on retrouve dans certains volumes. Donc voilà. Ah ouais, c'est vrai, putain, je connaissais pas ce Junji Ito là. Ah bah c'est sûr qu'ils vont le sortir. C'est sûr. Du coup, ils les ressortent tous. Donc, et là, ouais, je sais pas, parce qu'en même temps, j'ai quand même envie de lire le roman d'abord. Bon, bref, on verra. En tout cas, ça sort le 20 novembre. Toujours le 20 novembre, on change un peu de délire là. Avec l'intégrale de Mafalda pour les 60 ans. Voilà, qui sortira, pareil, ça fait un beau cadeau de Noël, qui sortira chez Glénat. Donc, bah voilà, que dire de plus qu'il y a tout. Qu'il y a toutes les planches de Mafalda de Kino. Bon, voilà, donc, est-ce qu'il faut présenter Mafalda, qui, avec ses petites réflexions d'enfant candide, mais pas si candide que ça, qui remarque tous les paradoxes de notre société, toutes les petites injustices, etc. Très observatrice, hein, et aussi très idéaliste et très rebelle. Bon voilà, c'est clair, figure totalement féministe, hein, de la bande dessinée. Très, de toute façon, Kino, hein, Kino, il est très très marqué à gauche, hein, voilà. Donc voilà, écoutez, c'est pas mal de ressortir ouais, l'intégralité des strips de la BD. Je suis pas à l'abri de l'acheter celui-là, honnêtement. Parce que je me relirais bien les Mafalda. Moi, je les lisais quand j'étais au collège, je me rappelle. C'était tellement bien. Ah bah oui, Elsa, tu m'étonnes. Tu parlais des journaux des chats, j'imagine. Pas de Mafalda. Quoique, ça pourrait aussi. Ah ouais, Mafalda, c'est du bonheur. C'est du bonheur. Bon, voilà, en tout cas, je vous l'ai mis. Écoutez, ouais, ça peut faire un beau cadeau de Noël, en l'occurrence. Ensuite, on change de style, là. Attends, on passe de l'innocence à ça. Le 21 novembre sortira Dirty Diana de Jen Besser et Shanna Fest, qui sont deux autrices, chez Michel Lafon, commenté par Demi Moore. Ouais, t'étais encore avec les chats, je me doutais. Michael Jackson? Hein? J'ai pas compris la blague. J'ai pas compris. Dans cette histoire, en fait, on va suivre Diana, Diana, du coup, qui aime son mari Oliver, tout comme la famille qu'ils ont construite ensemble. Mais le problème, c'est que quelque chose s'est éteint entre eux. Bah, c'est tout le côté
tout le côté intime en fait, le désir, la sensualité, voilà. Et pour échapper à une vie ennuyeuse, Diana va lancer en secret un podcast érotique dans lequel des femmes de tous les horizons révèlent leurs fantasmes sexuels les plus inavouables. Et en fait, ben, du coup, ça va raviver son désir et elle va essayer de sauver son couple. Comme ça, bon voilà, c'est un petit... moi, je pense que c'est un truc intéressant, un peu féministe, hein, érotique certainement. Après, voilà. Moi, je suis pas sûre que ce soit ma came, ce genre de choses. En même temps, voilà, si c'est basé, c'est deux autrices en plus, si c'est basé sur le désir féminin, c'est quand même, ça change un petit peu, ça nous change un peu du male gaze, hein. Ah d'accord, ok, c'est une de ses chansons. Ok, bah je la connaissais pas, tu vois. Et donc ça, ouais, j'imagine que c'est la référence du coup. Et donc ça sortira chez Michel Lafon. Voilà, voilà, j'aime bien la couve, elle est chouette quand même. Très belle couve. Voilà, c'est sous-titré un roman sur le désir féminin. Ma foi, pourquoi pas. Ensuite, on saute au 26 novembre avec la sortie de The Great Library of Tomorrow de Rosalia Aguilar Solas. Solas, je suis pas... C'est une mexicaine, donc... le tome 1, le livre de la sagesse, et je sais pas du tout combien de tomes il va y avoir, j'ai pas trouvé. Parce que je crois qu'il y a, même en VO, il n'y a qu'un seul tome qui est sorti, donc on sait rien. Encore un titre non traduit, ouais, complètement. Là. Bon, ils ont au moins traduit le sous-titre, hein. Enfin le titre du tome 1, je veux dire. Donc, dans cette histoire, on va suivre Elia qui sert dans la grande bibliothèque de Tomorrow, qui est un lieu étrange et fascinant, dans lequel des portails magiques donnent accès à de nombreux royaumes du monde de Paperworld. Voilà, déjà rien que le nom. Et Elia, c'est une des rares élus qui incarne et protège l'humanité au sein de l'établissement. Mais tout va basculer lorsqu'elle va être attaquée avec son partenaire Xavier par l'homme cendre. On ne sait pas qui c'est. Donc lors d'un de leurs voyages. Et Xavier va se sacrifier pour laisser le temps à Elia d'avertir les autres sages de la menace. Parce que l'homme cendre semble, c'est dur à dire, bien décidé à s'en prendre à la bibliothèque. Alors déjà, ils s'appellent l'homme cendre, c'est mal barré, du coup, là, pour les livres. Quand Elia, le problème, c'est que quand Elia arrive dans la cité, là, dans la bibliothèque, le livre de la sagesse, qui d'habitude la guide, a disparu. Et donc, est-ce qu'il y reste un espoir pour éviter le pire? Voilà. Bon, écoutez, ça parle de bibliothèque, j'étais obligée de vous le mettre. Hein, voilà. Un livre qui parle de livres, on ne peut que le mettre. Voilà, c'est de la fantaisie. Hein. Après, voilà, je sais pas ce que ça va donner. Fantaisie mexicaine. Pardon, ça y est, le coup de barre arrive. Pourquoi pas, hein. Alors, il en reste qu'un après celui-là. C'est presque fini. Mais voilà, en tout cas, écoutez, je vous l'ai mis. Ça sortira, j'ai oublié de le préciser, chez Actu SF qui sont ressuscités, hein, Actu SF. Voilà, pour celui-ci. On passe au 28 novembre et ce sera la dernière sortie de ce mois avec When You Call My Name de Tucker Shaw. Et dans cette... Alors pourquoi j'ai mis historique? Parce que clairement on va plus être... Même si on est dans les années 90, on est en 1990. Ah, c'était quand même il y a 34 ans. Ce qui compte, c'est voilà, un historique, c'est que ça parle d'une période en particulier. Et là, en l'occurrence, ça va parler d'une période en particulier, même s'il y a certainement une romance derrière. Mais je pense pas que ce soit le sujet principal du livre. On va être à New York donc en 1990. Et on va suivre Ben et Adam qui vont être en fait entraînés au cœur de la communauté queer new-yorkaise
où la vie et l'amour semblent sans limite, mais le problème, donc vous doutez, puisque on est en 1990 dans la communauté queer, pardon, c'est que il va y avoir le sida. Voilà. Et donc en plus, donc ils ont déjà le jugement, le rejet de la société, mais en plus, voilà, ils vont être confrontés donc à la menace du sida. Et voilà, on dit récit à deux voix. Le pouvoir d'un ensemble qui nous permet de rayonner dans les moments d'obscurité. Moi, ça me fait penser, du coup, ça me fait beaucoup penser à Like a Love Story. Ah, ça avait tellement été un gros coup de cœur, ce livre. Je pense qu'on est un peu dans la même lignée, là. Voilà. Bon, encore un livre pas très pump it up. Là, pour le coup, là, on n'est pas ambiance Noël. Hein. À ne pas lire à Noël. Voilà. Mais bon, écoutez, je l'ai mis. En plus, c'est Ellipsis. Autant vous dire que dernièrement, j'ai de bonnes lectures avec Ellipsis. Donc, je fais confiance à cet éditeur. Qui est d'ailleurs qui est de Saxus à la base. Hein, mais bon. Voilà, en tout cas, pour celui-ci. Écoutez, j'ai terminé avec les sorties du mois. En espérant que vous en aurez noté quelques-unes. Bon, j'avoue que ce mois de novembre, c'est pas le mois le plus enjaillant. La preuve, c'est que au final, j'en ai trouvé qu'une trentaine. Enfin, j'en ai mis qu'une trentaine. C'est pas, voilà, c'est pas le mois où il y a le plus de super sorties. Alors, le mois de décembre, ça va être pire. Les sorties de décembre, d'ailleurs, je ferai poche et grand format en même temps, hein, parce qu'il n'y en aura vraiment pas beaucoup. C'est pas étonnant, c'est décembre. Et après, il y aura la rentrée littéraire de janvier. En fait, je pense que voilà, les éditeurs se réservent pour la rentrée littéraire d'hiver, clairement. Donc, c'est pour ça qu'en novembre, il n'y a pas grand-chose. Et en décembre, encore moins, parce que c'est les fêtes de fin d'année. Voilà, j'espère quand même que ça vous aura intéressé. Et puis, mais c'est vrai que moi, j'ai rien noté que j'avais envie d'acheter là, comme ça, de suite, quoi. À part le Junji Ito, mais parce que c'est Junji Ito, mais... Ah oui, c'est vrai, Delusion aussi, t'as raison. Delusion aussi, ouais. Il a l'air pas mal, celui-là. Mais bon, voilà, c'est des graphiques. C'est des graphiques. Au niveau roman, bon. Ouais, c'est ça, hein, on attend la rentrée d'hiver. Hein. Mais c'est pas plus mal, effectivement, ça fait des économies, là, pour l'instant. Il y a les cadeaux à acheter et tout, donc hein. On se réserve. Moi, de toute façon, là, j'ai de quoi lire jusqu'à Noël. Donc, je m'inquiète pas trop. Pardon. Oh, pardon. Je m'inquiète pas trop. Ah oui, le truc du bistrot. Oui, il y a 2-3 trucs. Le bistrot, le Antonio Lanzetta aussi, qui me tentait pas mal. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui me tentait pas mal aussi? Ouais, les huis clos. Bah, le dernier nouvel an aussi, voilà, huis clos, quoi. Tout ce qui est huis clos, j'avoue, ça me tentait pas mal. Et voilà, mais c'est tout. Ah oui, le Seul sur Terre aussi, ouais, peut-être, parce que c'est Forge de Vulcain. Voilà. Ces trucs-là me tentent pas mal. Sinon, après le reste, bon. Pas... Je crache pas dessus. Voilà, il y a celui qui se passe au Japon, là aussi. Peut-être qu'il peut être un peu mimes. Mais voilà. Ouais, je sais pas si tu aimeras. Après, ça reste du thriller assez classique, mais il a une plume sympa, Lanzetta. Donc, puis c'est vrai que moi, j'avais adoré les petites références à ça. Donc, t'as de quoi lire jusqu'à loin, oui. Non, mais moi aussi, j'ai de quoi lire toute ma vie, là. Littéralement, c'est sûr que même si j'achetais plus rien de toute ma vie, j'aurais de quoi lire toute ma vie, c'est sûr. Avec tout ce que j'ai, que c'est bon. Ben, merci à vous. Alors attendez, je dis au revoir à YouTube déjà. Donc YouTube, on se retrouve. Alors, prochaine vidéo. Je sais pas encore.
parce que normalement, donc mardi, j'avais prévu un bilan lecture, mais je pense pas que j'aurai assez de matière, donc c'est possible que je le repousse à mardi d'après. Jeudi, il n'y a pas de live, et dimanche, ben, on sera déjà en novembre, et pour l'instant, j'ai pas encore prévu ce que j'allais faire comme live. Donc, ce sera la surprise. Voilà, prochaine vidéo, surprise, surprise, je ne sais pas encore, voilà. Et pour l'instant, vous avez déjà quelques vidéos dernièrement, donc ça va. Et donc, ben, je vous dis du coup à la prochaine, et merci d'avoir regardé cette vidéo. Miaou.